Nous sommes heureux de vous faire écouter maintenant un portrait de Michel Audiard. Michel Audiard qui est l'un des personnages clés du cinéma français, scénariste, dialoguiste, il fut metteur en scène également, il est romancier. Vous allez entendre, il a des jugements tout à fait arrêtés sur la profession qu'il exerce et sur le monde qui l'entoure. Vous allez voir, le personnage ne mâche pas ses mots. Moi, j'ai pas la tête organisée du tout pour faire deux films à la fois, ou un roman et un film. Il y en a qui vous disent que c'est reposant, le matin on écrit un film, l'après-midi on fait un article, ou on travaille à un livre. J'avoue que j'ai pas du tout le cerveau organisé dans ce sens. Moi, je peux vraiment penser qu'il y a une chose à la fois, et déjà je trouve que c'est beaucoup. Hein. Alors, présentement, vous pensez à quoi? Au film que je suis en train d'écrire, je suis en train de faire un film pour Serrault Depardieu, ce qui m'amuse énormément, parce que c'est quand même des acteurs. C'est même les deux plus grands. Oui, puis ça excite l'imagination, c'est bon. Je fais donc ça, puis ensuite je dois faire un policier pour Serrault, mais je dis bien ensuite, je prendrai les choses en leur temps. Et puis en fait, j'avoue que j'ai une tendance à travailler de moins en moins. C'est un sage programme. Ceci dit, j'ai entendu à la fois roman et cinéma. Est-ce que pour vous, c'est écrire pour faire un roman ou écrire un scénario ou des dialogues, est-ce que finalement c'est le même métier? Même aucun rapport. Radioscopie. Michel Audiard. Jacques Chancel. Vous avez quel âge, Michel Audiard? 48. 48 et demi, je dis. Enfin, c'est vous dire, je suis pas très loin de 49. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient que c'est entre 40 et 50 ans que l'on fait de bonnes années? Je me rends pas bien compte parce que j'ai l'impression, moi, de rajeunir. Je suis peut-être le seul à penser ça quand on me voit, mais moi, j'ai vraiment, c'est vrai, je ne bluffe pas, j'ai l'impression de rajeunir. Je m'intéresse de plus en plus à un tas de trucs et de machins qui avant me laissaient indifférent. Au fond, tout m'amuse, tout m'intéresse. J'ai des gosses jeunes, c'est peut-être ça aussi, ça m'entretient peut-être dans la jeunesse. Vous avez combien d'enfants? Deux garçons. Une femme, bien sûr. C'était nécessaire. Sérieux? Moi? Oui. Alors ça, mon petit vieux, oui. Pourquoi vous dites cela aussi affirmativement et avec ce grand sourire? Je n'ai pas accusé. Non, mais ma femme écoute la radio. Michel Audiard, est-ce que vous vous prenez au sérieux? Non, jamais. Non, jamais. C'est pas possible. C'est pas facile. On peut pas se prendre au sérieux. Est-ce que vous croyez, Michel Audiard, que vous avez réussi? Oh non. Dans la vie, je m'entends. Non, parce que, professionnellement, en tout cas, on peut s'imaginer avoir réussi, puis tout d'un coup, quand je vais voir par exemple, si je vais voir un film de Fellini, je m'aperçois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Qu'est-ce que vous préférez, Fellini ou Godard? Fellini. Pour des raisons bien précises. Je préfère Audiard à Godard, mais je préfère Fellini à Audiard. Je vois pas en quoi mes films sont méchants. Ils n'ont jamais été méchants, puisque j'y compte. Ce sont les mots souvent. qui sont méchants. Oui, mais je les fais dire à des gens que j'aime pas, en vérité, les mots. Parce qu'en général, dans mes films, il y a plutôt des Français moyens. On l'a d'ailleurs des fois reproché de faire des films de Français moyens, mais moi, je méprise pas du tout le Français moyen. Je crois que je suis un Français moyen. J'aimerais porter sur ma casquette une pancarte Français moyen. J'ai jamais pris ça pour du mépris, justement, puisque vous parliez de mépris. Moi, je ne méprise pas le Français moyen. Je crois qu'il n'y a que les intellectuels qui méprisent les Français moyens. Vous êtes tout de même un provocateur. Un Français moyen provocateur, moyennement provocateur. Vous parlez d'intellectuels et les intellectuels, eux, affirment que vous faites un cinéma parfaitement débile et alors là, cela vous amuse. Ah oui, ça, alors là, je les cherche un petit peu. Non, ça, faut bien dire les choses. Il m'arrive de provoquer un petit peu les intellectuels. On dit, les mauvaises langues disent que je cherche plutôt des rognes aux intellectuels de gauche, mais ça, je pas tout à fait vrai. Vous êtes un homme de droite? Pas tellement de droite, non, moins aussi qu'on le dit. Il m'arrive d'avoir des faiblesses pour la droite parce que tout le monde l'engueule. C'est uniquement pour ça. Si la France était de droite, je serais probablement de gauche. Et quand j'ai vu un bon portrait, un beau dessin fait par Pascal Jardin, et ça vous concerne. Ça commence comme ça. Personne n'a gagné autant avec sa plume, du papier et de la méchanceté. Alors, l'argent, n'en parlons pas, ce n'est pas notre sujet, mais la méchanceté. Non, mais ça, je crois pas. Pascal a dit ça pour me faire plaisir, sûrement. Mais j'ai une réputation à un moment de férocité, mais c'est venu de certains sujets de films. Parce que, par exemple, si je fais un film comme Les Grandes Familles, je suis obligé d'être agressif. Parce que d'abord, c'est des gens que je n'aime pas tellement. Alors, je leur prête des propos désagréables. Quand je fais un commissaire de police, j'en fais souvent un imbécile, mais parce que ça, c'est dans la bonne tradition du répertoire. Donc il m'est arrivé de donc vous êtes un peu conservateur. Un petit peu... Ben non, sans ça, je créerais la police avec nous. Non, parce que vous êtes dans les habitudes. Et je créerais Allez France.
Vous vous habituez quand même facilement. Non, pas tellement. Non, je m'habitue jamais, puisque je suis toujours en contradiction avec le régime en cours. Ça, il y a une espèce de fatalité qui me poursuit. Je n'ai jamais le régime que je souhaite. C'est un métier, ce que vous faites? Dialoguiste, c'est pas vraiment un métier. Non, c'est pas tout à fait normal, parce qu'on prend une histoire je parle quand on n'a pas fait le scénario, hein, entendons-nous bien. Si on a fait le scénario, c'est différent. Mais on prend un bouquin. Bon, on change à peu près tout pour commencer, sauf si c'est un bon livre, mais c'est très rare qu'un producteur achète un bon livre. Ou alors il m'engage. Je n'ai aucune imagination, moi, finalement. On est sur 100 films, là, dont on parlait tout à l'heure. J'ai dû écrire, je sais pas, 6 ou 7 scénarios, ce qui n'est rien. C'est vraiment... Donc, je sais que je n'ai pas d'imagination. Vous empruntez, alors. J'aime beaucoup mieux partir d'un roman, quitte à le transformer énormément. J'ai besoin d'un moteur au départ. Je suis pas tellement un imaginatif. Par contre, je parle beaucoup aux gens et j'écoute les gens. Alors moi, je bavarde, moi je prends jamais un taxi sans parler au chauffeur. Les gens, moi, je passe dans un square quelconque, quelqu'un assis tout seul. Ça me trouble beaucoup de voir les gens tout seuls. La solitude est une chose qui me trouble parce que je l'ai jamais connue, moi, la solitude. Mais vous avez peur de l'éprouver un jour? Ça peut arriver. Mais alors j'ai toujours eu des amis chez moi, enfin à la campagne, j'ai toujours des amis à table. Enfin, je suis pas un homme solitaire. Alors, quand je vois quelqu'un, moi, assis comme ça, quelque part, prostré ou dans un bistrot ou quoi, ça me trouble. Je dis pas ça me bouleverse, parce que c'est même un étranger pour moi, mais ça me trouble. Je sais que ce type a forcément des problèmes, des choses, et peut-être, et même souvent, on s'aperçoit qu'il a besoin de les raconter. C'est un fait. Vous allez regarder dans les bistrots de nuit, la facilité avec laquelle les gens se lient. C'est quand même assez étonnant, des gens qui ne connaissent pas. La nuit, c'est un paradis. C'est fabuleux. Alors, on s'assoit à côté de quelqu'un, il vous adresse la parole. Pour qui aimez-vous écrire? Bon, il y a Belmondo, Delon, il y Oui, avait Gabin. Oui, Girardot. Montand. Bien, Montand. Qu'est-ce que vous avez fait avec Montand? Rochefort, Noiret, j'aime beaucoup tous ces acteurs-là. Mon ami Carmet, bien entendu. Enfin, il y a des acteurs pour lesquels... Parce que moi, mon stimulant, c'est l'acteur, hein. Vous écrivez pour un acteur? Ah oui. Moi, on peut me changer de metteur en scène au dernier moment. Ça vous inquiète pas? Oui, non, ça m'inquiéterait si je travaillais demain avec, je sais pas, avec Fellini ou avec un type comme ça, puis qu'on dit tout d'un coup, c'est plus Fellini, c'est du... Moi, je dirais non, et oh là, vous êtes en train de me prendre mon truc, mais remplacer quelqu'un de moyen par un autre quelqu'un de moyen, ça ne me bouleverse pas. Or, il faut dire tout de même, je ne veux pas être désagréable, mais ils sont moyens. Voilà. 90%. Alors, dans le meilleur des cas, ils sont dans la bonne moyenne ou en dessous de la moyenne, mais c'est toujours un petit peu moyen. Et quand même, Michel Audiard, vous n'écrivez que pour les vieux. Ben oui, des types comme Noiret, tout ça, ah oui, c'est peut-être pas bien des jeunes quand même, oui, faut... Non, oui, moi, je les trouve bien. Peut-on considérer que Delon, Belmondo sont des jeunes? Non. Non. Il y a toute une nouvelle génération de comédiens. Oui. Ah ben j'ai quand même Jacques Weber, Francis Huster, Dusselier. Ouais, j'ai fait débuter Depardieu quand même. J'ai des petites choses comme ça. Puis j'aimerais bien refaire des films avec lui d'ailleurs. Non, mais je veux bien, mais je suis pas très à l'aise moi pour écrire. Si demain on me propose un très bon acteur de 18. Michel Audiard, quelle est la vérité qui vous gêne le plus? C'est quand on me donne tort quand j'ai tort. Ça me tortille toujours un peu, ça, parce que quand je fais semblant d'avoir raison et qu'on me tient tête, au fond, bon, je deviens de mauvaise foi comme tout le monde, ça c'est un genre de conversation dans lequel j'excelle assez. Mais alors quand je sais moi que j'ai tort et on me dit tu te gourres, là, ça me gêne horriblement. Vous pensez à quoi, par exemple? Oh, ça peut être dans mille choses. Par exemple, si je discute, mettons, d'un projet de film, d'un scénario que je trouve pas fameux et je fais semblant de défendre pour des raisons X de copinage ou autre, et puis qu'on me dit, mais enfin, c'est de la merde, ce truc-là, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Et je dis, mais non, pas du tout, vous l'avez mal lu, tout ça, c'est-à-dire que je défends une mauvaise cause et on me met le doigt dessus, ça m'agace. Vous dites copinage, c'est une chose qui se pratique beaucoup dans votre entourage? Oui, et je crois qu'au fil du temps, ça se pratique de plus en plus, parce qu'on finit quand même par avoir des liens d'amitié avec des metteurs en scène ou des comédiens ou des gens comme ça.
Il y a aussi un peu des renvois d'ascenseur, parce que, par exemple, un jour, j'ai besoin d'un acteur, le rôle n'est pas considérable, il le fait parce que c'est moi. Bon, j'ai un peu mauvaise grâce quand il vient me dire, si tu nous donnais un coup de main sur ce film-là, ça arrangerait les choses, tu travaillerais. Donc vous disiez qu'en ce qui concernait le cinéma, il y avait tous ces livres, tous ces films, tous ces scénarios et dialogues que vous aviez fait spontanément, et puis quelques replâtrages. On a de vous l'image du rigolo, les tontons flingueurs. Quels sont les films qui semblent, pour vous, être les plus représentatifs de ce que vous êtes, de ce que vous aimez? Il y a plusieurs films dans lesquels j'ai tout de même mis des choses qui m'étaient, enfin, auxquelles je tenais, qui m'étaient un peu personnelles. J'aime bien un film comme Un singe en hiver, j'aime beaucoup. Je sais, toute modestie mise à part, que j'ai fait un bon dialogue dans Un singe en hiver. Alors là, je vais plus loin, s'il y en a qui ne ça plaise pas, je m'en contrefous, parce que moi, je sais qu'il est bon. Bon, il y a Les Grandes Familles, j'aime bien. Dans un genre, par exemple, moitié noir, moitié drôle, j'ai bien aimé Un taxi pour Tobrouk. Il y a des films comme ça qui m'ont intéressé à faire, parce qu'on peut, à travers un récit, enfin romanesque de fiction, glisser des choses qui vous sont un petit peu personnelles. Dans un cas, c'est sur le pouvoir et l'argent, dans l'autre, c'est sur le militarisme ou l'antimilitarisme. Enfin, on peut dire des choses à travers le récit. Alors qu'il y a des films, si vous faites demain un film policier véritablement ou d'espionnage, indiscutablement, vous êtes embrigadé dans l'histoire. Vous pouvez pas, il n'y a pas tellement de messages à glisser à travers... Quoique, ça dépend. Si vous faites un Simon, par exemple, c'est très différent. Mais alors là, c'est le monde simnonien, c'est un autre problème. On s'attaque à un grand écart. Michel Audiard, quelle est pour vous la plus grande hypocrisie de notre temps? Je crois que la plus grande hypocrisie, c'est de nous laisser croire que les choses iront mieux, que ça va s'arranger ou que ça va changer, comme on dit maintenant. Alors ça, je crois que c'est une farce. Ça s'est appelé Les lendemains qui chantent à une certaine époque. Ça, j'y crois pas beaucoup. Moi, je crois qu'ils iront plutôt en empirant. Et pourquoi? Parce que c'est peut-être une personnelle, j'ai l'impression que une certaine, oui, même peut-être la majorité, peut-être pas la majorité des gens, mais beaucoup de gens deviennent de plus en plus cons. Je sais pas à quoi ça tient. Moi, par exemple, quand en ce moment, j'assiste à la destruction progressive de mon quartier, le 14e. Le nouveau Montparnasse, c'est quand même une jolie dessus de pendule, hein. C'est intéressant. Bon, et ça gagne, on est en train de casser la rue Vercingétorix, puis ce sera la rue de l'Ouest, puis ça gagnera. Puis un jour, on rasera le parc Montsouris pour faire une tour, des immeubles. Il se passe des choses. Je veux pas être passéiste, hein, je suis pas... je sais bien que la vocation d'un architecte en 78, c'est pas de refaire le château de Versailles, je suis bien d'accord là-dessus. Mais personne ne les oblige à faire de l'ineux, hein, ça, je sais pas si vous baladez des fois devant le front de Seine, mais c'est une attraction intéressante, quand même. Mais Michel Audiard, quel est l'événement de ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir? C'est la prolifération des espaces réservés aux cyclistes. Parce que ça, c'est quand même un bon signe. On va nous donner le polygone de Vincennes va être réservé aux cyclistes. Il y a des allées dans le bois réservées aux cyclistes. Il y a de plus en plus de chemins forestiers, comme il y avait autrefois uniquement réservés aux cavaliers. Maintenant, il y a des grands parcours de forêt réservés aux cyclistes, parce que les cyclistes sont quand même des gens paisibles. C'est pas des paranoïaques. Enfin, les cyclistes, je connais en tout cas, ne sont pas des paranoïaques. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, un cycliste croise une voiture, la voiture klaxonne, le cycliste le gêne, il y a l'hystérie d'un côté et il y a le calme serein de l'autre. Le cycliste peut avoir des fois à l'arrière un geste obscène, mais c'est façon de plaisanter. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est une façon de retrouver votre enfance, de toute manière. Ah oui, de toute façon, le vélo, ça c'est certain, mais ça, j'ai jamais trop arrêté. Mais quand vous voyez les gens... Non, il y a quand même une chose bien en ce moment. On retrouve à nouveau dans les forêts, puisque j'habite, moi, à Dourdan, dans un coin à forêt. On voit de plus en plus à nouveau le dimanche des familles sac au dos se balader à l'intérieur de la forêt et non plus en lisière avec la table en formica à regarder passer les bagnoles. Ils osent à nouveau rentrer dans la forêt. Alors ça, c'est peut-être un bon signe. Tu te souviens de Laurence Olivier dans Les Hauts d'Hurlevent? Oui, je connais, tu me l'as déjà dit. Et ça, tu connais? Je m'aperçois, en vieillissant, en récapitulant un peu ma vie, qu'elle est dominée par 3 passions, la passion de la nuit, la passion du sport et, quand même, faut-il bien le dire,
la passion de ce qu'on appelle un peu bêtement la chose écrite. Eh bien, pour représenter le département chose écrite de mon existence, c'est toi, mon cher Michel, que j'ai choisi, parce que tu viens de faire paraître un livre, le livre que nous attendions, le livre que tu ne t'attendais peut-être pas à écrire, et que ce livre m'a enchanté. C'est un livre d'humeur où on te retrouve tout entier, donc c'est un livre d'écrivain quand même. Je suis un peu surpris parce que je m'attendais à rentrer dans ton existence plus par la nuit que par la littérature. Et je suis comme toi, j'ai un certain respect de la littérature. C'est peut-être parce que moi, je la pratique pas. Mais je prends surtout pas ce que je viens de faire là pour un livre, parce que je suis très difficile là-dessus. Et c'est pas parce qu'on a écrit 80 pages qu'on doit se prendre pour un écrivain, et même pas pour un auteur d'ailleurs. Et je crois que pour moi, Blondin, je vais faire de la peine en disant ça, mais avant tout un écrivain, je crois, parce que c'est un garçon qui a des principes, bien entendu. Hein. Blondin est un homme à principes, mais je crois que c'est un des hommes les plus difficiles en ce qui concerne son propre travail. C'est peut-être pour ça qu'il écrit peu. Il y a des gens qui se plaignent d'ailleurs que Blondin écrive si peu, mais je crois qu'il a tout à fait raison d'écrire peu, parce que je ne crois pas que Blondin n'ait jamais écrit. Et maintenant, alors une chose, moi, qui me comble de ravissement, c'est Le Petit Cheval de Retour, qui paraît chez Julliard. Oui, ça, c'est un roman. Oui, c'est un roman, et là, c'est peut-être Audiard qui se réveille. C'est un roman à peu près complètement autobiographique. Parce que très souvent, on vous dit, oui, je me suis inspiré de certains événements, notamment un premier roman, ce qui est le cas là. Très souvent, un premier roman est un peu autobiographique, du moins c'est ce que disent l'auteur. Là, je peux vous dire qu'il l'est complètement. Il fallait que vous vous racontiez. Ah, mais non, parce que je voulais raconter des histoires de jeunesse. Bon, c'était plus simple de raconter la mienne que d'en inventer une. Alors, comme je voulais que ça se passe à une certaine époque, cette époque, je l'ai vécue, je voulais raconter beaucoup d'histoires de femmes. C'était le principal but de ce livre. Pourquoi? Parce que vous avez eu beaucoup de femmes dans votre vie? Mais pas tellement, mais j'en ai gardé des bons souvenirs. Alors, pourquoi ne pas raconter des bons souvenirs? Alors, évidemment, ça se passe dans une époque qui ne devrait pas être liée aux bons souvenirs, parce que c'est la guerre. Mais c'est la guerre de 40, juin 40. Alors, en fait, la guerre là-dedans, elle est toujours très lointaine, puisqu'on fout le camp. On fout le camp, comme toute la France a foutu le camp à ce moment-là, si vous vous souvenez, n'est-ce pas? Alors, je crois, là, je sors un peu du livre, qu'elle refoutrait le camp à nouveau de la même façon. Parce que quand on voit les choses qui se passent actuellement, vous comprenez que moi, je me marre, là aussi, parce que si les divisions mongoles débarquent, moi, je suis sûr que partie comme elle est partie, l'armée française... Michel Audiard, la nuit, le jour et toutes les autres nuits, il y a bien des nuits et des jours qui se sont écoulés depuis les époques que vous rappelez dans votre roman. C'est tout de même le roman d'une partie de votre vie, de votre jeunesse. Vous êtes né en quelle année, si je suis pas indiscret? Je suis né en 1920. En 1920. Vous oui. aviez par conséquent, au début de la guerre, et j'étais oui, je me suis retrouvé dans le dernier contingent de la classe 40, celui qui n'est pas parti, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'exode. Et puis après, le STO, enfin, toutes les emmerdes de l'occupe, mais enfin, j'avais effectivement 20 ans. C'est l'âge où les faits vous frappent énormément. Je crois que c'est surtout... c'est un âge où on enregistre, je crois, beaucoup. Parce que c'est assez commun, je crois, ce phénomène de la mémoire, mais on se souvient évidemment beaucoup plus des choses qu'on a enregistrées, mettons, entre 10 ans, même 10 ans et 30 ans, que par la suite. Ça, j'en suis absolument convaincu. Le tableau de la guerre de l'occupation, quand il est vu de l'intérieur à travers ses détails quotidiens, c'est le tableau d'une immense connerie, il faut dire le mot. Et le tableau des joies, des peines, tout était mêlé, comme dans les tragédies de Shakespeare, le comique et le tragique. Oui, c'est une immense duperie, surtout, je crois, parce que quand on était... D'abord, l'exode, ça nous a un peu surpris, parce qu'on nous avait quand même dit que, bon, à Berlin, on va gagner parce que nous sommes les plus forts. Enfin, il y avait toute cette rémoulade. Et moi, je voyais les Français à Berlin dans les 2 mois qui suivaient. Vous comprenez, on avait la maîtrise des mers. Michel Audiard, vous venez de publier chez De Noël un livre intitulé La nuit, le jour et toutes les autres nuits. Ça s'intitule Roman. Je pense que c'est bien plus que cela. C'est un livre qui, en tous les cas, a surpris beaucoup de gens qui aiment bien mettre sur la tête des autres une belle affiche avec une étiquette. Vous en aviez. On vous faisait passer pour un petit rigolo qui gagnait beaucoup d'argent, qui avait du talent. Et puis, ça s'arrêtait là. Le fait que vous qui gagnez effectivement pas mal d'argent en écrivant un scénario de film ou les dialogues d'un film dans un délai qui est assez rapide, il vous faut 1 mois ou 2 pour le faire, que vous consacriez ainsi 2 ans de votre vie en ne faisant pratiquement que cela, ou du moins essentiellement cela,
Ça veut dire que vous aviez quelque chose sur le cœur qu'il fallait absolument dire? Oui, je crois que d'abord, c'est pas la peine d'écrire un livre si on n'a rien à dire. Alors ça, c'est tout à fait... Diable. Oui, c'est inutile parce vous voulez que... supprimer 80% de... Oui, pourquoi pas, il y a trop de livres. Mais ça, j'ai toujours eu cette notion-là, parce que d'abord, un film, c'est un peu différent, on fait parler les autres, c'est tout à fait autre chose. Il y a 30 ans que je faisais parler les autres, j'avais tout de même envie une fois de prendre la parole, mais il fallait que certains événements m'y poussent, à la vérité, puisque je n'avais pas la vocation, je ne suis pas un écrivain professionnel, et je n'ai pas du tout l'intention de le devenir. Mais vous avez eu beaucoup de mal à écrire ce livre. Oui, parce que la littérature me donne beaucoup de mal. Puis en plus, comme j'y remue beaucoup de souvenirs, il fallait... Alors, est-ce que vous dites, par exemple, n'importe quoi dans ce livre profondément sérieux, lorsque vous écrivez ceci? Attendez, il faut que je retrouve ce texte parce qu'il est assez impressionnant. Où est-ce ça? J'y suis. J'ai l'habitude de dire les ratons, les négros, les youpins, exprès. J'ajoute parfois qu'ils sentent mauvais. Je dis de plus en plus de choses blessantes pour faire chier les gens. Personne ne vaut rien. Oui, c'est un peu il y a quand même là-dedans une volonté littéraire, disons, de choquer, mais c'est un peu parce que non, la vérité, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi certains mots sont devenus péjoratifs. Alors ça m'échappe, voilà, une chose qui m'échappe dans le temps que nous vivons actuellement. Moi, je sais que du temps où j'allais à l'école communale d'Alésia, on appelait un copain le juif, ça ne le gênait pas du tout qu'on l'appelle le juif, il s'en foutait, et nous, on s'en foutait pour une bonne raison, c'est qu'on ne savait pas d'abord très bien ce que ça voulait dire. Bon, maintenant, il y a des mots, la susceptibilité des gens est devenue une chose étrange. Un nègre ne veut pas qu'on dise. Un nègre, c'est tout de même troublant, il faut employer des périphrases, des trucs, je ne comprends pas pourquoi. Alors sur ce plan-là, je suis complètement dépassé par la susceptibilité j'allais dire du tiers-monde, enfin de différentes races. Il ne faut pas leur dire ce qu'ils sont. Moi, je ne sais pas si je vais quelque part. C'est vrai, Michel, que vous avez été contesté au plan du cinéma. Et j'ai entendu des réflexions d'ailleurs ces derniers temps, depuis que La nuit, le jour et toutes les autres nuits, votre roman est sorti. C'est-à-dire que maintenant, on vous regarde d'une manière différente. On se dit, mais comment ? Il est aussi capable de faire ça ? Oui, c'est ça. Comme si vraiment un homme n'était pas capable d'étonner, quel que soit l'homme. Oui, c'est même assez étonnant parce Comment peut-on juger ? Oui, puis on lit des fois des papiers assez curieux. Justement, cette surprise, tout d'un coup, on dit « Ah ben ça y est, on me prenait pour un débile ». Il y a même un côté légèrement... Vous faisiez tout pour ça, attention. J'ai un peu provoqué. Vous avez été débile souvent. Oui, j'ai provoqué terrible. Non, c'est vrai, j'ai cherché des noix. J'ai cherché des noises à gauche et à droite, mais ça, c'est un peu ma nature. Ça, je pense pas en être tout à fait guéri. Provocateur, un peu. Un petit peu, oui. J'ai un petit goût de la provo. Tout d'un coup, je cherche des crosses à des gens qui ne me demandent rien. Ça arrive. Il y a des types qui avaient rien fait. Il a fallu que je fasse 1 ou 2 articles parce que ça, je traînerai ça toute ma vie. Il y a un besoin de redevenir journaliste épisodiquement. Et c'est toujours pour écrire une connerie que je ne devrais pas écrire. Or, je m'en prends à un gars, ou je m'en prends à un festival, ou je m'en prends à quelque chose, dans des termes parfaitement discourtois et injurieux. Mais là, je me fais plaisir. Alors, il ne faut pas que je sois étonné si 2-3 ans après, le type me prend dans le collimateur et me renvoie à l'ascenseur. Hein, faut être... Mais ça ne me gêne pas. Je trouve que ça, c'est plutôt une bonne santé, ça. Puis, parfois, ce que vous avez fait ne touchez pas aux lisières du génie, non plus. On s'est parfois étonné de voir que vous preniez des phrases entières pour faire des titres de films. Ça vient de quoi ? Parce que l'amour des phrases. Une phrase, ça veut dire quelque chose. Ah, mais j'aime ça. Moi, il m'est arrivé d'acheter des livres, de voir des livres en vitrine et de les acheter parce qu'il y avait un beau titre. Et je trouve qu'on exprime mieux dans une phrase. Ouais, le voyage au bout de la nuit, ça veut dire quelque chose. Pour qui sonne le glas, ça veut dire quelque chose. Même Autant n'emporte le vent, ça veut dire quelque chose. Tandis qu'un bouquin qui s'appelle Emma ou Julie, moi, a priori, ça me dit rien. Emmanuel, maintenant, ça me dit quelque chose, mais c'est récent, vous comprenez ça. Mais sinon, j'aime assez les titres phrases. Alors, des fois, ça m'a réussi, les derniers coups, moins, parce que quand j'ai appelé un film... Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques, ça n'a pas été une trouvaille, je peux vous le dire tout de suite. Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards. Ah bah là, ça avait... Ah oui, mais alors avec attention... une résonance présidentielle. Ah oui, mais ça, c'est une phrase populaire. Attention, oui. On a dit, où est-ce que tu as été chercher ça ? J'avais entendu ça à 12 ans, moi. C'est une phrase vieille comme le monde, ça, le coup des canards sauvages. Tandis qu'après, j'ai voulu inventer. Je me suis fait des... Alors là, ça s'est passé beaucoup moins bien. Il vous arrive parfois, Michel Audiard,
de lire des livres qui sont de la littérature d'avant-garde. Enfin, je pense à Rob Grillet, à Nathalie Sarraute. Oui, bien sûr, j'ai essayé ça. Vous vous y reconnaissez, enfin... Non, mais j'aime pas, c'est différent, c'est pas que je comprends pas, je suis pas Vous avez dit un jour de Rob Grillet, c'est un farceur, ce qui était une heureuse manière de le reconnaître comme l'un des vôtres, quand même. Oui, mais j'ai eu... Il est important pour vous, Céline. Mais il est important parce qu'il a appris tout d'un coup une nouvelle manière d'écrire. Moi, j'ai l'impression que la veille du voyage, on écrivait dans le meilleur des cas comme Anatole France, qui n'était tout de même déjà pas mal du tout. Seulement tout d'un coup, il y a eu une révolution. Il y a ceux qui ne veulent pas le reconnaître, ça c'est fréquent. Moi, à la mort de Céline, j'étais ahuri de voir les déclarations des chers maîtres, disant oui, on a perdu un grand écrivain, puis alors est-ce qu'il a une influence sur votre œuvre? Non, je ne vois pas, non, pas du tout, à part qu'ils n'écrivaient pas comme ça la veille. Enfin, mais les choses ont quand même changé aujourd'hui. Ils ne le rediraient pas aujourd'hui. Non, mais pourquoi pas reconnaître les belles et grandes influences? Moi, ça ne me gêne en rien d'avoir été nourri de Giono, de Balzac, de Céline. On prend son butin là où on le trouve. Puis il est nécessaire d'admirer, non? Il est nécessaire d'avoir des maîtres à penser. Ah oui, ça oui. Autrement, ça serait d'un faux orgueil. De même vanité. Que Orson Welles, ça donnait envie de faire du cinéma. Je veux dire, mais c'est très bien ça. Pourquoi pas admirer? Mais toi, tes expériences de cinéma, t'en as quand même eu plusieurs, parce que moi, j'en ai une avec toi. C'est d'ailleurs un de mes meilleurs souvenirs de cinéma, je crois. C'est l'adaptation du Singe en hiver. Moi, je cite toujours ce film quand on me dit quel film avez-vous aimé, parce que ça, c'est un film qui m'a plu à écrire. J'étais juste auteur à cette époque-là. Et cette fois-là, je me suis donné un peu plus de mal qu'à l'habitude. Et ça a été au fond tout seul. Pour moi, c'est l'expérience même du... Alors là, écoute, là, je vais être d'une modestie donnante, c'est que je suis très fier de mon boulot dans le Singe en hiver. Eh bien, moi, je vais être d'une modestie très étonnante, d'une vraie modestie, celle-là. Quand j'ai vu le film, eh bien, je me suis dit cette phrase qui prend totalement à contre-pied les idées reçues. Je me suis dit, le livre a trahi le film. Là, tu vas peut-être un peu fort, mais je crois qu'on avait, en tout cas, avec Henri Verneuil, d'ailleurs, qui avait tourné le film, je crois que c'est une espèce d'adaptation fidèle d'un climat, c'est-à-dire les gens qui ont aimé le livre, normalement, ne peuvent pas ne pas avoir aimé le film, parce qu'on y retrouvait tout de même l'essentiel du livre. Parce que je connais certains cas, moi, d'adaptation où on suit un roman à la lettre, et alors que c'est une trahison monumentale, car ce qu'on a négligé le plus, c'est l'esprit du livre. Il ne s'agit pas de respecter les mots, ça veut absolument rien dire. C'est pas ça le climat d'un livre. Moi, j'ai eu, par exemple, des romans de Georges Simenon où tout y était, sauf que c'était...